À vos micros. Ouais. Parlez. On est rebelles. En fait, on fait partie de la radio de l'école. J'en profite pour nous présenter avec cette interview. On a une croissance qui est un peu ralentie, c'est pas mal quand même. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus noircir trop la situation. Il y a eu des meilleures périodes, oui, c'est sûr, notamment en termes d'emploi. Mais ça peut repartir très vite. Ce que je dis, ça peut repartir très très vite. Et on ne dira pas. Lorsque vous disiez tout à l'heure, on ne se refait pas, moi j'entendais Philippe Bloch qui disait, ne me dites plus jamais bon courage. Est-ce que vous ne pensez pas que les Français ont tendance, dans leur comportement et leur langage, à entretenir un certain pessimisme? On est seul le pays à dire, oh bah bon courage, oh ça va encore mal se passer, oh vous allez voir, je vais encore me faire piller, avant tout le début. Alors, contrairement aux Allemands, Américains, ils disent on va réussir, on va gagner, c'est normal à fond. Vous savez, moi j'ai vécu à titre personnel, je veux dire d'être dans un environnement de quelqu'un qui voyait systématiquement les bouteilles à moitié vides, ou de quelqu'un qui voyait systématiquement les bouteilles. Exactement. Ça c'est typiquement français. Et vous assure, moi-même j'ai évolué. Parce que c'est contagieux le problème. Bien sûr. Si vous vous réveillez chaque matin en disant je suis un bon à rien, de toute façon mon avenir est bouché, machin, etc. À un moment, et puis votre entourage finit par aussi par voilà. C'est ce qui se passe un peu, c'est une espèce de burn-out collectif, hein, parce qu'on a quelques revers, parce qu'il y a eu la crise de 2008, parce que c'est cela, on dirait oui, on n'est pas bon, tout. Et puis c'est là où les politiques doivent réagir. Et les médias ont une responsabilité, mais c'est aussi les politiques. Moi je vous ai dit, moi j'ai eu la chance de vivre avec le général de Gaulle, on a vécu ça, voilà. C'est le 18 juin 40, moi je ne l'ai pas vécu, mais on connaît l'histoire. Pareil, le pays, on est incapable de résister aux Allemands, à un empire. Exactement, alors que nous, il faut des fortes têtes qui montrent l'exemple, comme vous disiez, un homme peut tout changer. Et vous pensez qu'actuellement, un homme peut encore tout changer? Avec les ça peut ne pas être nécessaire. On ne refait pas l'histoire, je veux dire, c'est peut-être pas nécessairement un homme providentiel qu'il faut attendre. Mais collectivement, je pense qu'on a les moyens en tout cas. Peut-être on n'est plus dans le mythe du chef Bonaparte ou de Gaulle. Mais si c'est possible, pourquoi pas? Vous savez, c'est comme en sport. Hein. En sport, on l'a tous vécu. Moi, je l'ai vécu aussi dans le monde du vélo. Par génération, vous avez un champion. Oui. Vous ne savez pas s'il est né, s'il est déjà né, voilà. Mais ça arrive, oui. Comment expliquez-vous qu'à un moment, on ait pu croire au changement, par exemple, pendant la campagne de François Hollande, et qu'après, cet optimisme momentané retombe, comment ça se fait que la politique ne parvient pas à générer de l'optimisme, malgré une volonté Enfin, là, je partage pas, je suis pas sûr que les Français aient voté majoritairement François Hollande en croyant par optimisme que ça allait tout relancer. Je pense qu'ils ont plus voté François Hollande parce que volonté de changement, parce qu'ils ne voulaient pas voter Sarkozy, je pense. Donc je ne pense pas qu'on était dans un élan à ce moment-là, en tout cas. D'ailleurs, je pense que ça fait malheureusement plusieurs épisodes présidentiels, si ça rejoint un peu votre question, où il n'y a pas une adhésion, un enthousiasme derrière un leader. C'est vrai. Ça, c'est sûr. On manque de leaders charismatiques. Là aussi, peut-être parce que la politique fait moins rêver, c'est possible aussi. C'est plus le moment de se prêter plus à ça. Aux leaders charismatiques étaient peut-être plus liés à des épisodes, si on regarde bien dans notre histoire, liés à des conflits guerriers. C'est peut-être aussi une chance, en même temps, on n'a pas de conflits guerriers, mais du coup, il n'y a pas d'hommes qui s'imposent, de sauveurs du peuple. Parce que certains pays font, ils se servent d'un ennemi commun pour allier tout le monde, ce qui fonctionne très bien. Clair. On l'a vécu encore. Et puis on le vit toujours. C'est une... Mais en plus, puis les guerres ont cela qu'elles révèlent effectivement des chefs par définition. Les temps de paix moins facilement.
ce qui est devenu depuis la communication publique, qui n'existait pas quasiment. On a commencé les premières campagnes à la télévision. Et c'était pas simple parce qu'il fallait tout inventer pratiquement. Alors, on avait un gros souci, c'est qu'on avait à l'époque, ça va vous paraître un truc dingue, mais quand je suis arrivé, on était à 18 000 morts par an. Avec une circulation qui n'est pas celle qu'il y a aujourd'hui. Imaginez. 18 000 morts par an. Et 450 000 blessés. Et donc il fallait faire quelque chose parce qu'on était arrivé à un point où les coûts des assurances allaient coûter plus que les voitures. Rien que pour ça, de toute façon, il fallait, à un moment, c'était carrément l'industrie automobile qui était menacée. On a réussi en 5 ans à ramener le rythme de 18 000 à 12 000. Mais ça a été l'époque, ceinture, alcoolémie, vitesse, etc. Mais en même temps, on essayait de jouer sur des campagnes. Et on avait expliqué un truc, on avait dit, une campagne publique, il ne faut pas dire « mettez votre ceinture ». Parce que « mettez votre ceinture », c'est un langage de parents à enfants. Si en revanche, vous dites « mettons, nous attachons notre ceinture », à ce moment-là, c'est d'adulte à adulte. On est tous des responsables. Donc j'ai appris ça, c'est qu'une bonne communication est toujours parions France, c'est pas parier France, c'est parions France. Ouais, Parlons tourisme, que j'avais fait aussi, Sauvons le tour. Non mais bon, j'ai plusieurs bouquins, ça j'ai refait le truc. C'est le truc qu'on a appris comme ça. Et c'était intéressant en tout cas, c'est l'époque où on a fait les premiers clips à la télé. C'est la première fois qu'on voyait des clips pour vous inciter à attacher la ceinture, à ralentir, à pas trop boire, etc. Il fallait arriver à faire de la communication publique, ce qui est de la politique, hein, quelque part. Sans Vous avez une formation de commercial, de communication, comme nous, plutôt Sciences Po. Je vous dis, oui, moi je suis passé par Sciences Po, Sciences Éco. Oui, j'ai fait service public à Sciences Po. Et puis j'avais préparé HEC. Ah, d'accord. Un petit peu votre formation. Vous voyez que ça mène à tout. J'ai tout fait. Oui. Même produit des disques. Vous fabriquez des pédalos. Fabriquer des pédales. Non, j'ai eu la chance d'avoir un parcours un peu atypique. C'est bien, ça fait une force. Ça fait une force, un parcours atypique. C'est une force et en même temps, il ne faut pas se leurrer qu'il y a aussi il y a le revers de la médaille. C'est comme j'ai touché à beaucoup de choses, je ne suis pas le spécialiste de chacune de ces choses. Non, mais on est Je ne suis pas allé fédérateur. assez à fond dedans. Je connais la politique, je ne suis pas un politique. Le monde du sport, j'y suis venu, je le connais, je ne suis pas du tout du monde du sport, je ne suis pour certains pas reconnu comme tel d'ailleurs, effectivement. Je ne suis pas un sportif, je n'étais pas venu en tant que sportif. Et ainsi de suite, on peut prendre tous les domaines. Mais en même temps, c'est passionnant de pouvoir effectivement toucher à tout. Mais des fois, il vaut mieux faire le choix d'être le spécialiste de quelque chose. Moi, j'ai des jeunes qui viennent me voir, par exemple. Je regarde leur CV, je leur dis ce qui m'intéresse, c'est la dernière ligne. C'est le truc original. C'est la différence. Je me souviens d'avoir dit à un jeune, mais je ne sais pas, c'était une jeune étudiante, je voyais qu'elle avait été un moment en Corée, je crois. Je dis, c'est un atout formidable, mais bon, je dis, vous vous rendez compte? Mais vous parlez, je dis, oui, je parle. Je lui dis, attendez, c'est ça ça doit être la première ligne de votre CV, c'est pas la dernière. Vous vous rendez compte pour une entreprise? Vous êtes combien à parler le coréen, à connaître le pays? Je dis, c'est ça votre force. J'ai toujours, quand vous cherchez un boulot, c'est votre différence qu'il faut mettre en avant. Mais des fois, votre différence, c'est vos hobbies. C'est parce que vous jouez du piano, parce que vous jouez au football, je ne sais quoi. Des fois, c'est parce que vous faites le voyage et que vous vous intéressez à la civilisation inca. Mais c'est ça qui, à un moment, va accrocher. Et j'ai remarqué aussi un truc. Je vous le dis, parce que ça va vous arriver bientôt, je pense que vous allez commencer chez le boulot. Vos contacts. Ça, il y a très peu qui le font. Par exemple, vous avez rendez-vous avec moi. J'en ai reçu, ils ne savaient pas où ils étaient. Ils ne savaient pas qui j'étais, ils ne savaient pas où ils étaient, ils n'avaient pas la boîte, ce qu'elle faisait.
À vos micros. Prêt? Parlez. On est Rebels.